Mathieu Blazy n'est déjà plus une simple promesse chez Chanel. En seulement quelques collections, on a déjà vu la maison bouger. L'image a changé, l'allure a rajeuni, les sacs font énormément parler et surtout Chanel est redevenu un vrai sujet de conversation dans la mode. Là, depuis son arrivée, on a déjà vu 4 collections. Printemps-été 2026, haute couture printemps-été 2026, on a vu aussi Arrêt Métier à New York, qui était une dinguerie d'ailleurs, puis automne-hiver 2026. On est donc juste là plus dans l'attente. On a déjà plusieurs chapitres de son Chanel sous nos yeux. Et c'est important parce que Chanel ne sortait pas de nulle part. La maison restait immense, prestigieuse, rentable, mais elle donnait aussi et surtout l'impression de vivre de plus en plus sur son héritage. Les codes étaient toujours là, l'image aussi, mais l'énergie semblait de plus en plus faible et sa place culturelle moins évidente qu'avant. Puis Blazy est arrivé et très vite on a compris qu'il était pas là juste pour faire tourner la machine. Il est là pour relire Chanel. Complètement, genre. Déplacer son langage et proposer une version beaucoup plus actuelle, plus texturée, plus construite, plus stratégique aussi. La question aujourd'hui n'est donc plus est-ce qu'on peut porter quelque chose de chez Chanel? Car même moi là franchement, c'est très cher. Mais il y a quelques pièces là, non, j'ai envie, je veux acheter. Il y a quelques pièces, je ne dirais pas non pour que ce soit dans ma garde-robe. Mais vraiment pas. La vraie question c'est qu'est-ce qui est en train de changer exactement? Et surtout, est-ce qu'on est en train d'assister à une nouvelle ère Chanel? Pour comprendre pourquoi son arrivée compte autant, il faut revenir à l'ère Karl Lagerfeld. Quand Karl meurt en 2019, qu'il repose en paix, Chanel perd bien plus qu'un directeur artistique. Il avait dirigé la maison pendant 36 ans et surtout il a maintenu dans un état de tension permanente, spectaculaire, visible, désirable et toujours au centre du jeu. Chanel sous Karl n'était pas juste une maison patrimoniale, quoi. C'était une machine à images, à fantasmes, à conversation. Après lui, Chanel a choisi la continuité avec Virginie Viard. C'était le choix logique. Elle connaissait la maison de l'intérieur, c'était le bras droit de Karl Lagerfeld, les ateliers, les codes, le savoir-faire. Elle connaissait tout le monde. Les petites mains, elle connaissait tout. C'était le choix logique, encore une fois. Sa première collection est reçue comme un hommage respectueux à Karl Lagerfeld. Mais au fil du temps, une impression s'installe. Les collections sont belles, super bien faites, maîtrisées, mais prudentes. Tout est là, le tweed, les perles, les sacs matelassés, le double C. Mais ce qu'il manque, c'est une vraie impulsion nouvelle. Et c'est là que le problème commence. Pas un problème business au départ, mais un problème d'élan. Chanel reste très fort, mais semble moins brûlant culturellement. Les chiffres montrent d'ailleurs une maison toujours puissante. 19,7 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2023. La maison pèse dans le game, genre, mais vraiment. Puis 18,7 milliards en 2024, soit un recul de 4,3%. Ce n'est pas un effondrement, hein, mais le contexte compte. Une partie de la dynamique reposait surtout sur la hausse de prix, surtout des sacs iconiques, plutôt que sur un vrai regain de chaleur culturelle. Autrement dit, Chanel vend toujours, mais ne domine plus forcément les conversations mode comme avant. Et dans le luxe, c'est très dangereux, parce qu'à la fin, la mécanique reste la même. La désirabilité nourrit le pouvoir de prix, et le pouvoir de prix nourrit le business. Chanel n'avait donc pas un problème d'existence, elle avait un problème de tension. Quand Chanel choisit Mathieu Blazy en décembre 2024, le pari est évident. Pas parce qu'il manque de talent, au contraire. Son talent est reconnu partout. Mais justement, son langage semble presque à l'opposé de ce qu'on associe spontanément à Chanel. Ces dernières années, il s'est imposé chez Bottega Veneta comme l'un des designers les plus respectés de notre génération. Un créateur de la matière, du détail, de la coupe, du craft, du luxe discret mais extrêmement pensé. Là où Karl Lagerfeld incarnait le spectacle, la vitesse, la prolifération, la visibilité, Blazy renvoie plutôt l'image d'un designer méticuleux, retenu, presque silencieux à premier abord. Et c'est précisément ça qui rend son arrivée assez fascinante. Parce que Chanel, historiquement, ce n'est pas une maison du murmure. Le 255, le tweed, la perles, les chaînes, le double C, le glamour français, les signes forts. Une maison qui fonctionne depuis des décennies sur la puissance de son identité visuelle. Donc la vraie difficulté était là. Comment faire rentrer un designer de la subtilité dans une maison construite sur des symboles aussi lourds que ça? S'il jouait la sécurité, il risquait de devenir un nouveau gardien poli de l'héritage, comme Virginie Viard, même si ses collections elles étaient ouf, hein. Mais voilà... Et s'il imposait trop fort son propre langage, il risquait de brouiller Chanel pour une partie de la clientèle historique. Et c'est là qu'on voit que ce choix était intelligent au final, justement parce qu'il n'apporte pas un Chanel plus brillant. Il apporte une forme d'intensité. Son passage chez Bottega Veneta aide beaucoup à comprendre le Chanel d'aujourd'hui. Chez Bottega Veneta, Mathieu Blazy s'est fait remarquer par sa capacité à transformer la matière, en particulier le cuir. Son premier défilé a frappé, avec un débardeur blanc et un jean qui est en réalité en cuir, ce qui résume parfaitement sa méthode. Faire paraître simple quelque chose de techniquement très complexe. Et ça, je trouve que c'est essentiel à comprendre pour le Chanel d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il applique cette même intelligence de la matière à une autre matière emblématique de ses Chanel, le tweed. Or, le tweed peut paraître très rapidement rigide, daté, voire vieillissant s'il est mal travaillé. Ce que Blazy semble réussir à merveille actuellement. Et son tweed, même moi j'en veux un aujourd'hui.
Je veux un tweet de Blazy, mais vraiment, mais si un jour je suis riche. Donc bon, like, commente, abonne-toi, fais péter cette vidéo, comme ça je pourrais m'acheter un tweet de ces Chanel version Blazy. S'il te plaît, wesh. Ce que Blazy semble réussir, c'est précisément redonner du mouvement et de l'air, quoi. De la jeunesse à du tweet, quoi. Qui est rigide, normalement c'est dur, le tweet ça reste comme ça. Justement comme son travail du cuir chez Bottega Veneta. Chez Bottega Veneta, il a réussi à donner du mouvement, de la légèreté à du cuir. Grâce à des franges, grâce à des façons, des coupes, etc. Ses pantalons, enfin une robe totalement en cuir. Elle est là, elle est flottante comme ça alors que entièrement en cuir. Je te rappelle, c'est quoi du cuir? Du cuir c'est dur, enfin c'est du cuir quoi. Pour redonner du mouvement à du tweed, là, il y avait que lui qui pouvait faire ça. Franchement, faire de la magie comme ça, là, il y a que Blazy qui peut faire ça, vraiment. Il change pas juste une silhouette, il change la respiration de la matière Chanel, la matière emblématique, quoi. Et franchement, c'est une prouesse. Hein. L'une de ses plus grandes prouesses, justement, chez Chanel actuellement, quoi. Redonner de la jeunesse à une marque aussi vieillotte que ça, quoi. Enfin, c'était vieux, hein, Chanel. Ce qui fait, franchement, c'est vraiment un boulot de dingue, là. Je sais pas si tu t'en rends compte, mais c'est vraiment un truc de ouf. Et ce qui est frappant, c'est qu'aujourd'hui, là, on est en avril 2026, et qu'avec seulement 4 collections, Mathieu Blazy a déjà installé plusieurs marqueurs très clairs. Déjà, il a relancé une lecture plus vivante des codes historiques de la maison. Le tailleur, le vestiaire de Gabrielle Chanel, tout reste là, mais en version plus fluide. Plus mobile, plus légère. Ses crop jackets, ses chemises boxy faites avec charvet, ses tweeds allégés, ses versions frangées du tailleur, puis en couture des silhouettes transparentes, toujours avec la classe de Chanel. Alors que franchement, jouer avec de la transparence, ça peut très vite faire vulgaire, quoi. Enfin, si tu ne gères pas ça, là, ça peut être tendu. Mais tu regardes ça, t'es en mode, ouais, transparence, mais classe de fou. Encore une fois, il est vraiment trop fort. Ce qui fait que c'était plus aérien, presque organique. Ensuite, il a déplacé l'attitude générale de Chanel. Son travail insiste davantage sur le masculin-féminin. Comme de base Gabrielle Chanel, hein. Sur l'idée de garde-robe, sur la liberté de mouvement, sur un luxe beaucoup plus contemporain, parfois urbain aussi. Voir Chanel jouer avec ce côté urbain, franchement, c'est trop cool. Ça se voit surtout dans le défilé Art et Métier à New York, où la maison a injecté une énergie beaucoup plus narrative, plus pop, plus citadine, avec notamment le t-shirt New York en sequin et des silhouettes plus badass, plus character-driven. Enfin, il a déjà commencé à installer un vocabulaire matière très identifiable. Tweed assoupli, mousseline, tissu irisé, maille perlée, texture plus tactile, puis mock croc côté sac. Même quand il touche à un code historique de la maison, il cherche à le faire respirer autrement. Des accessoires très commentés, comme la minaudière grenade, comme des tailles basses. Encore une fois, Blazy est beaucoup trop chaud. Autrement dit, le nouveau Chanel commence déjà à être reconnaissable. Ce qui rend son travail intéressant, c'est qu'il n'aborde pas Chanel comme une liste de symboles à répéter, mais comme une matière à relire. Dans sa première collection, il a clairement une idée de retour à Gabrielle Chanel elle-même, à son style personnel, à ses tissus fondamentaux, à sa manière d'emprunter, de mélanger, de s'approprier ce qui était autour d'elle, revenant sur son style masculin-féminin, retravaillé et réinterprété. La référence à Boy Capel, à la chemise empruntée au vestiaire masculin, à cette façon que Chanel avait de prendre des éléments autour d'elle pour les faire siens. Et c'est probablement là qu'on comprend le mieux sa logique. Blazy ne cherche pas à copier Chanel, il cherche à retrouver ce qui avait de vivant chez Chanel. Pas la forme figée du mythe, mais son impulsion initiale. Il y a aussi un autre signe intéressant dans cette nouvelle phase, la place grandissante des hommes autour de la marque Chanel. La maison n'a pas de vraie ligne masculine de prêt-à-porter, mais on voit de plus en plus de figures masculines très fortes graviter autour de ce nouveau Chanel by Blazy. Dans la presse récente, on retrouve notamment Pedro Pascal, A$AP Rocky, Jacob Elordi et Harry Styles dans cette évolution de l'image masculine de la maison. Et c'est pas anodin, parce que depuis le début, son travail insiste justement sur ce vêtement plus poreux, plus libre, plus mobile. Donc même sans ligne homme officielle, on sent déjà que le territoire Chanel s'élargit. Ce n'est pas encore un Chanel homme au sens strict, mais dans l'imaginaire, quelque chose s'ouvre déjà. Peut-être que dans quelques années, il y aura un Chanel homme, hein. Et franchement, ça serait cool. Du peu qu'on voit là. Enfin, franchement, c'est stylé. C'est stylé. Et maintenant, on arrive à la partie plus stratégique de ses débuts chez Chanel. Les sacs. Parce que chez Chanel, les sacs ne sont pas juste un accessoire. Ils sont au centre de l'imaginaire de la maison. Au centre du désir.
C'est le centre du business, les sacs. C'est précisément là que Mathieu Blazy ne change pas simplement l'esthétique de Chanel. Il change aussi la logique du produit. Le changement est concret. Il y a bien sûr le Chanel 25 qui s'impose déjà comme l'un des marqueurs les plus évidents de cette nouvelle phase. Il y a aussi le 255, le classic flap, le 11-12, non pas effacé mais retravaillé, réduit. À côté de ça, Chanel pousse aussi des formats comme le grand cabas, le grand sac bowling, un petit peu dans la veine du Birkin de Chanel ou du Margot de chez Euro. Et ça, c'est pas anodin aussi. Un peu simple, un peu fourre-tout. Ça marche de ouf. Le Birkin et le Margot, c'est vraiment les sacs gold en ce moment. Et le grand cabas, franchement, il est à côté, hein. Il est à côté. Franchement, il joue un petit peu dans cet univers-là, quoi. Ces modèles-là sont beaucoup plus actuels, plus alignés sur le luxe contemporain, le luxe d'aujourd'hui, quoi. Tous ces noms existent dans l'offre Chanel. Et autour de ces noms officiels, on voit un tout autre vocabulaire de forme qui fait beaucoup parler. Des hobos, des flaps trapézoïdaux, des clutches plus minimales, des maxi flaps réduits, des sacs hybrides entre Rhesus et Classic Flap. Là, on est davantage dans le langage du commentaire mode plutôt que dans les noms officiels. Mais ça montre bien une chose. Blazy n'est pas simplement en train de varier les icônes de Chanel. Il est en train d'élargir le vocabulaire du sac Chanel. Historiquement, Chanel avait un univers sac très fermé, très lisible, les chaînes, le matelassage, les formes immédiatement reconnaissables. Avec Mathieu Blazy, cette logique, elle bouge. On voit une vraie stratégie de réduction, réduit la taille des logos, retire les signaux les plus évidents du sac Chanel traditionnel pour le rendre au final plus minimaliste. Là où une période plus récente pouvait aller sur des couleurs plus girly, plus démonstratives, Blazy pousse Chanel vers quelque chose de plus grounded, de plus simple, de plus casual, de plus quiet luxury, de plus quiet, de plus silencieux. Avant, Chanel s'imposait souvent par ses codes. Et c'est là que sa stratégie devient vraiment intéressante. Parce que c'est ça que semble parler non seulement à la clientèle historique de Chanel, mais aussi à une consommatrice qui auparavant aurait peut-être regardé ailleurs. Chez Prada, chez Céline, chez Euro, voire Hermès. Autrement dit, c'est pas juste un changement créatif, c'est un repositionnement de la désirabilité des sacs, quoi. C'est aussi pour ça que son cas est aussi passionnant. Parce que cette nouvelle phase produit deux choses en même temps. De la hype et de la friction. D'un côté, la nouvelle ère Mathieu Blazy semble générer énormément d'enthousiasme médiatique. Et Chanel semble redevenir l'une des maisons les plus commentées de 2026. De l'autre, cette évolution semble dérouter une partie de sa clientèle historique. Plus on retire des chaînes, du matelassage, des logos, de la chanelité plus visible, plus les modèles cessent d'être immédiatement visibles comme du Chanel. Et c'est sûrement le cœur du pari. Le futur Chanel passera-t-il encore par la répétition de ses symboles ou à la capacité à rendre Chanel désirable dans le langage visuel d'aujourd'hui? C'est là que tout se joue. Parce qu'au fond, le vrai test n'est pas seulement de faire de bonnes collections ou de beaux sacs. Le vrai test, c'est de créer une ère, une période identifiable, une signature, un geste qui condense la nouvelle réinterprétation Chanel. Ce qui rend le moment Mathieu Blazy chez Chanel aussi intéressant, c'est qu'il ne reprend pas une maison faible au bord du gouffre. Il reprend une maison immense. Chanel, c'est big. Stable, riche, prestigieuse, mais qui commençait peu à peu à perdre sa tension culturelle. Il vient pas sauver Chanel financièrement, comme Olivier Rousteing l'a fait pour Balmain à l'époque. Là, c'est pas du tout le même cas. Chanel pèse déjà dans le game de base. Enfin, Chanel est une des plus grosses maisons de luxe, quoi. Mais il vient pour redonner un élan. Et au final, cet élan-là, c'est ça qui fait encore plus redorer l'image de Chanel, quoi, et qui au final dynamise aussi le business, quoi. Tout est un engrenage au final. Même si c'était pas ça le but premier, au final, ça dynamise quand même le business, quoi. Tout est un engrenage, encore une fois. Ses premières collections ont surtout montré qu'il comprend la maison et qu'il a vraiment étudié la maison. Ses vêtements montrent qu'il sait déplacer les codes sans les nier. Il y a toujours l'esprit Chanel est toujours très forte dans la maison. Même si il y a ce rajeunissement total, quoi. Enfin, il est vraiment en train de redonner un nouveau souffle à la marque Chanel, mais il y a toujours on identifie toujours Chanel, quoi. C'est ça que notamment montre qu'il pense déjà très loin. Produit, image, cible, marché, désir. Autrement dit, Mathieu Blazy ne semble pas vouloir seulement habiller Chanel. Il semble vouloir reprogrammer la marque. C'est justement pour ça que le sujet est si fort. Parce qu'aujourd'hui, la question n'est pas seulement est-ce qu'il fait un bon travail. La vraie question, c'est est-ce qu'il peut créer une nouvelle ère Chanel assez forte pour remettre la maison au centre de la mode. Et pour l'instant, une chose est sûre, c'est qu'on regarde Chanel avec attention. Et pas qu'un peu.